C'est un honneur et un plaisir, une joie de parler aux côtés du président de l'association des professeurs de philosophie pour ouvrir cette séance d'échange et de dialogue sur l'enseignement moral et civique. Comme on dit, EMC au lycée. Je représente ici le président de l'APHG, Bruno Benoît, donc, qui est professeur à Sciences Po à Lyon et qui est retenu pour des raisons professionnelles ce samedi. Et il apporte son salut et son encouragement à notre journée. Je voudrais remercier en son nom tous ceux qui ont œuvré à la tenue de cette journée, qu'ils soient de l'association des professeurs de philosophie ou de l'association des professeurs d'histoire-géographie et en particulier nos collègues de la régionale d'Île-de-France. Donc c'est une première, cette rencontre, hein, donc c'est à marquer quand même dans les tablettes, mais ce n'est pas la première fois que nos chemins se croisent. Je rappelle certains événements auxquels nous avons été mêlés. Alors il y en a qui sont très anciens et il y en a qui sont très récents. Les États généraux de la philosophie, hein, qui se sont tenus, je crois, en 1977, c'était au temps de la loi, enfin de la réforme de Abi. Donc ça fait vraiment du loin. Et nous étions vent debout contre cette réforme, évidemment, qui mettait en option notamment beaucoup de choses, et en particulier l'éducation civique pouvait être enseignée par n'importe qui. Voilà. Ceci dit, ça permettait de ne pas l'enseigner du tout. Quand nous avons souligné qu'il fallait chercher, alors lors de ces états généraux, c'était à la Sorbonne, l'amphi était bourré. Et les philosophes se posaient la question, hein, de savoir comment attirer l'attention du grand public sur les problèmes de la philosophie. Et quand nous avons souligné qu'il fallait chercher des soutiens médiatiques pour nos combats réciproques, nous avons indiqué le soutien d'Alain Decaux. Et c'est moi qui ai été le chercher. Et dans notre combat pour que l'histoire soit enseignée à l'école primaire, vous savez qu'il y a eu toute une campagne et que lui l'a menée, et dans les médias. Et évidemment, ça a soulevé un tollé quand j'ai prononcé le nom d'Alain Decaux, mais j'ai quand même tenu bon parce que je leur ai dit, ben oui, mais si vous voulez chercher des avis, il faut aller les chercher, pas forcément chez des gens avec qui on est en accord. Nous avons accompagné aussi Jacques Derrida, je m'en souviens très bien, au ministère de l'Éducation nationale, et là c'était pour plaider pour que la philosophie élargisse son champ d'intervention dans d'autres classes que la classe terminale. Hein? Bon, alors ça, on a été écouté, mais ça fait un flop, évidemment, parce que la philosophie est toujours, et pour l'instant, toujours restée en classe terminale, sauf quelques expériences d'enseignement à titre expérimental, même en 6e, je crois, et même peut-être à l'école primaire. Nous avons soutenu le combat des philosophes pour qu'ils restent maîtres du contenu de leurs enseignements au nom de la liberté pédagogique. Alors je me souviens d'une audience qu'on avait fait au ministère avec, c'était le ministère Luc Ferry, avec deux conseillers, Alain Boissineau, qui était à ce moment-là directeur du cabinet de Luc Ferry, et qui a continué sa carrière, comme vous savez, il est devenu recteur de l'Académie de Versailles, et Xavier Darcos. Hein. Leur inquiétude, alors ils étaient très très inquiets, ils étaient très fébriles. Il y en a un qui marchait, c'était Xavier Darcos avec son téléphone portable. Et ils étaient vraiment dans tous leurs états. Pourquoi? Parce que dans la rue de Grenelle, les professeurs de philosophie
marchaient, ils étaient pas très nombreux, marchaient avec dans une main un paquet de copier, dans l'autre un briquet. De temps en temps, ils les rapprochaient. Et c'était au moment du bac. Alors, bon, ça n'a pas traîné. Hein, cette disposition, ce souci du ministère de se mêler de la manière d'interpréter la philosophie a fait dans le feu, si je veux dire. Du temps, alors, la mesure donc est terminée par Luc Ferry, lui-même philosophe, et enfin, pour ne pas multiplier les exemples d'accords avec l'association des professeurs de philosophie, celle-ci a signé la pétition pour le rétablissement de l'histoire-géographie en terminale scientifique. J'ajouterai là les efforts conjoints de l'association des professeurs de lettres classiques, de l'association des profs de philo et de la nôtre pour relancer la conférence des présidents, donc je salue Marie-Thérèse, et donc qui doit jouer un rôle, qui peut jouer un rôle auprès du ministère parce qu'elle rassemble, elle devrait rassembler, ce qui n'est pas le cas, les associations de spécialistes du secondaire. Parlons maintenant du terrain. Écoutez, du terrain dans de nombreux établissements, et depuis longtemps, on n'a pas attendu les directives du ministère, des professeurs de philosophie, des professeurs d'histoire travaillent la main dans la main sur des thématiques qui sont au programme des terminales pour intervenir conjointement sur les problèmes de société, sur les valeurs, les principes, et une collègue qui est d'ailleurs dans la salle, je crois, qui a enseigné de longues années au lycée expérimental de Montgeron, m'a raconté qu'elle organisait régulièrement des voyages à Prague, accompagnée, ils avaient les moyens à l'époque, accompagnée du professeur de philosophie et de mathématiques de la classe terminale, et que le philosophe apportait ses lumières pour expliquer les œuvres d'art du musée juif, le célèbre musée, et du cimetière. Donc, si vous voulez, c'était... Je prends un exemple, entre autres, mais celui-là me paraît significatif de bonnes relations qu'on peut tisser entre nos disciplines. Notre historien géographe a publié aussi, mais ça, je n'ai pas fait la liste, de nombreux articles où intervenaient des philosophes qui livraient donc leurs approches différentes dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, cet enseignement est partagé en terminale entre les professeurs d'histoire et de géographie, des sciences économiques et sociales. Je parle de l'EMC là. Et il s'agit de réfléchir ensemble sur des thèmes, des principes, des valeurs communes. Alors, dans notre esprit, et je pense que c'est le même pour l'association des professeurs de philosophie, il ne s'agit pas de se livrer à une guerre, à une guéguerre entre disciplines, comme on peut le voir pour les mémoires, la concurrence des mémoires. Là, ce n'est pas la concurrence sur l'EMC. Bon, donc, c'est pas du tout dans notre esprit. De ci, de là, certains chefs d'établissement considèrent l'EMC comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'on colle un jeune prof qui vient d'arriver, boum, les heures de l'EMC, ou dans d'autres endroits, bon, ce sont les philosophes qui vont l'avoir, dans d'autres, on a des exemples, dans d'autres endroits, ça va être les professeurs d'histoire ou de sciences éco, etc. Donc là, je pense qu'il y a un équilibre à respecter et qu'il s'agit de trouver des motus vivendi, s'accaparer une heure ou une demi-heure. Il existe aussi des professeurs, c'est pas bon, il existe aussi des professeurs qui doivent faire passer, terminal, on fait passer le bac. Hein. Bon, alors, on n'a pas beaucoup d'heures. Hein, on a réclamé à corps et à cri 2h30 en terminale scientifique et on nous a raboté une demi-heure. Et je ne raconte pas tous ceux qui se sont opposés à nous donner une demi-heure, enfin, à nous donner, à ce qu'on redonne ce qu'on avait avant. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des professeurs d'histoire, d'histoire-géographie, attention,
qui font à la place de l'EMC des cours d'histoire. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas bon. Il faut faire l'EMC. Pourquoi? Parce que l'EMC, ça nous a été dit la semaine dernière, où on a fait un tour de table de nos différentes régionales. L'EMC, c'est un espace de respiration pour des élèves qui sont, si vous voulez, surchargés, accablés, saturés, et où, c'est vrai, l'autorité du maître se fait sentir. Donc là, ils peuvent s'exprimer dans le cadre de cette EMC, et pour eux, je pense que si c'est bien fait, si c'est positif, si leur rôle a été majoré, eh bien, ils en garderont un bon souvenir. Voilà, de leurs années au lycée. Donc, renforcer nos liens est indispensable aujourd'hui, dans une société éclatée, où l'individualisme, l'égoïsme, j'allais dire l'égotisme aussi, prévalent, où la montée des communautarismes, où le populisme se développe en Europe et en France, où l'on se réfugie souvent dans un univers virtuel sans s'unir même avec son propre voisin, où les menaces qui pèsent sur nos principes et valeurs, le mode de fonctionnement démocratique, même imparfait bien sûr, de notre régime politique, bon, notre esprit critique aussi sont remis en question, on l'a bien vu par les attentats contre les dessins satiriques des journalistes Charlie Hebdo. Enfin, contre les journalistes qui faisaient bien sûr ces dessins pertinents. Aussi, la PAG, très attachée au savoir en général et aussi au savoir historique, qui permet de combattre l'ignorance, le complotisme qui règne en maître et contre lequel on doit désarticuler tout ça, désintégrer, soutient ce nouvel enseignement de l'EMC qui ne doit pas être à nos yeux, parce qu'on peut contester le mot moral, hein, mais ça les philosophes ils seront plus forts que nous là-dessus, entre éthique et morale, soutient ce nouvel enseignement de l'EMC qui ne doit pas être un catéchisme civique, mais un enseignement, j'allais dire libérateur, qui accompagne l'élève depuis l'école élémentaire jusqu'au lycée, dans le but de former des citoyens libres. Voilà ce que j'avais à dire en introduction pour cette journée. Bien, bonjour à tous, chers amis, chers collègues, merci beaucoup Hubert Tison d'avoir rappelé nos combats communs, le soutien de la PAG au combat des professeurs de philosophie. Je suis heureux de ce que vous avez dit, car premièrement, je n'aurais pas à le faire moi, mais à côté d'un historien, c'était bien moi. Et en même temps, ce commun mauvais esprit que nous partageons, vous allez voir pourquoi je dis mauvais esprit, me rappelle une chose, c'est pendant longtemps, à l'époque, bien avant la fin du service militaire, l'agrégation était un des moyens pour des jeunes gens d'accéder au corps des officiers de l'armée française, à l'exception de deux agrégations, l'agrégation d'histoire, l'histoire-géographie, et l'agrégation de philosophie, qui étaient plutôt des obstacles. Et je m'étais inquiété de cela auprès d'un amiral, qui m'avait répondu que nous avions en commun, historiens et philosophes, de participer à, je cite, particulier mauvais esprit. Voilà. Donc je ne sais pas, peut-être c'est sous ce parrainage, cette égide de ce particulier mauvais esprit qu'il faut passer cet après-midi. Je dis cela parce que cet enseignement moral et civique qui nous réunit aujourd'hui est, me semble-t-il, ne doit pas être compris, vous l'avez rappelé, il faudra avoir le souci, ne doit pas être compris comme en effet un catéchisme. Alors je pense qu'on viendra, je n'ai pas du tout l'intention d'en parler maintenant, mais on verra évidemment sur le mot moral peut-être dans la suite, mais il ne faut évidemment pas ici entendre un quelconque corps de doctrine
qui serait imposée aux élèves. De toute manière, on sait très bien que les sermons, le catéchisme, les meilleures pensées répétées et scandées en permanence dans les classes ne servent strictement à rien et même produisent l'effet exactement inverse et renforcent la méfiance et l'hostilité que les élèves peuvent avoir à l'endroit de l'institution. Morale doit ici être compris comme étant le rappel de notre responsabilité. Et le rappel que nos actes et nos pensées nous engagent, ont une signification et ont aussi une signification pour la vie collective que les citoyens que nos élèves se préparent à être devront, pour les citoyens pardon, que nos élèves, pour la vie collective pardon, que nos élèves mèneront, eux qui sont des futurs citoyens. Et voilà pourquoi cet enseignement est conjointement, et sans que l'on puisse distinguer les deux, moral et civique, sans crainte, je crois, d'aucun catéchisme. Mais pour qu'il n'y ait pas de catéchisme, pour qu'il n'y ait pas d'imposition de valeurs, pour qu'il n'y ait pas de récitation des valeurs de la République, comme si elles étaient choses figées, je crois qu'il faut absolument, vous l'avez rappelé, et vous savez à quel point nous y sommes attachés à la PEP, il faut rappeler que les valeurs de la République ne sont pas des objets clos définitivement figés qui seraient, on devrait se transmettre comme des choses. Ce sont des foyers de tension, de contradiction, des résultats de combat, et c'est précisément pour cela que pour pouvoir les appréhender et pour pouvoir en parler aux élèves, il faut que l'enseignement soit adossé, l'enseignement moral et civique soit adossé à l'exigence, à l'activité rationnelle et critique qui sont portées par les disciplines. Voilà pourquoi il me semble qu'il est absolument capital de rappeler que l'enseignement moral et civique doit être le prolongement d'un enseignement disciplinaire, qu'il faut que ce soit les professeurs de la discipline, histoire, géographie, philosophie, SES, mais aussi lettres, histoire de l'art, droit, tous ceux qui sont appelés à prendre la responsabilité de cet enseignement. Il faut donc que cet enseignement soit le prolongement des disciplines, enseigné par le même professeur, pour que justement les élèves voient la cohérence et voient l'éclairage que les disciplines peuvent donner sur cet enseignement, et que, encore une fois, l'exigence critique et rationnelle des disciplines, qui constitue le corps des disciplines, puisse permettre d'appréhender l'EMC autrement donc comme un catéchisme républicain. C'est la raison pour laquelle je pense, mais je pense qu'il en sera aussi question cet après-midi, je pense qu'il vaut mieux ici parler de pluridisciplinarité que d'interdisciplinarité, c'est-à-dire d'une approche d'un objet commun, et cet objet nous c'est bien entendu, d'une approche d'un objet commun avec différents éclairages, et c'est le sens, je crois, du titre que nous avons donné à ce colloque, Perspectives croisées sur l'enseignement moral et civique. Il s'agit en effet de croiser des perspectives sur cet enseignement. Car nous avons un peu de recul maintenant, hein, cela fait 1 an que l'enseignement moral et civique est installé dans la classe, car un cas, il y a des lycées où il n'y en a pas du tout, il faut quand même le savoir. Il y a des problèmes terribles qui se posent dans les séries technologiques, puisqu'il n'y a pas d'enveloppe budgétaire pour financer cela, et donc là aussi l'enseignement moral et civique est absent. Il y a aussi des lycées où les professeurs font autre chose que l'enseignement moral et civique, nous le savons tous. Mais on peut dire aussi que c'est le propre de toute installation et de toute mise en œuvre qui est forcément progressive de cet enseignement. La PEP a de très longue date soutenu l'enseignement moral et civique. Nous avons organisé il y a 3 ans, dès la parution du rapport préalable à l'instauration de cet enseignement, un grand colloque qui nous avait réunis sur cette question. Nous avons depuis nous avons fait des amendements au programme du Conseil supérieur des programmes, au projet de programme du Conseil supérieur des programmes. Nous avons produit beaucoup de contributions et nous avons surtout mis sur notre site, et j'invite tous les participants à cet après-midi à s'y rendre, nous avons mis sur notre site quantité de ressources à destination des professeurs de toutes les disciplines, des ressources qui doivent permettre donc de nourrir les cours, de nourrir la réflexion, et je pense tout particulièrement à une très riche anthologie de la laïcité qui a été faite par Pierre Ayat ici présent et qui parlera, mais aussi un cours sur la tolérance.
J'insiste sur ce point parce que, et vous l'avez dit, alors je suis content que vous l'ayez dit, je dois vous dire, parce que moi j'étais pas tout à fait sûr, mais en effet, il semble bien que ça soit notre première fois. Hein. J'espère qu'il y aura des suites. C'est notre première fois ensemble, c'est-à-dire que c'est la première journée commune organisée par la PEP et la PSG. Si on y réfléchit bien, c'est tout à fait fou. Hein. Ça sidérerait l'amiral dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes des associations sœurs et nous avons vocation à travailler ensemble. C'est la première fois que nous nous rencontrons pour travailler ensemble. Pour tout vous dire, j'espère que nous allons prendre cet après-midi de bonnes habitudes et que nous allons nous retrouver. Nous pourrions même avoir l'idée d'un rendez-vous annuel, associant éventuellement d'autres associations, parce que je crois que nous avons tous à gagner de ces rencontres et de l'enrichissement mutuel que cela permet. Car cela doit permettre aussi, et je m'arrêterai sur ce point, cela doit permettre aussi de dépasser cet esprit de concurrence qui ici et là se fait jour et dont vous avez dit qu'il n'était absolument pas le nôtre, et je suis évidemment d'accord avec cela, cet esprit de concurrence dans lequel il semblerait qu'on veuille nous installer, ou du moins c'est un effet de structure, à partir du moment où il y a ainsi des heures qui ne sont pas attribuées nationalement, inévitablement il y a des risques de conflits ou de déchirures dans les salles des professeurs, et c'est évidemment nuisible pour tout le monde, parce que nous avons tous ici un travail commun, et Dieu sait qu'il est lourd, un objectif commun, instruire nos élèves et former les citoyens. Je vous remercie. Je voudrais ajouter un mot, parce que dans l'assistance, il y a une présidente, Madame Lucie Rambert, Initia Droit. Donc, c'est une association d'avocats qui viennent dans les établissements, qui font de nombreuses interventions. On va pouvoir intervenir, bien sûr, pour le dire. Voilà, dans le cadre de l'enseignement. Je peux parler d'ici ? Oui. Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, donc on est 800 avocats bénévoles. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, on est dans le regard croisé. Alors là, si on s'appelle au prof de maths et on est deux ensemble, je pense qu'on est vraiment dans le milieu, parce que justement, on leur raconte des cas pratiques qui suivent les thèmes d'enseignement moral et civique. Et il y a toujours, bien sûr, un principe général de droit. Et en fait, nous, on cherche la ratio legis, mais c'est complètement la philosophie du droit. C'est le sens, et c'est ça, quand une règle a du sens, du coup, on l'applique, et ensuite c'est comme ça qu'on devient un citoyen, parce qu'on adhère au contrat social, donc on va le raconter. Et je pense qu'on est complètement, de façon empirique, ça se faisait, parce que parfois, il y a des professeurs de philo qui font Kafka, le procès, qui font les principes généraux du droit, qui nous demandent des interventions, justement, dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Mais ça se fait ici et là, mais j'en profite pour dire que nous, on est là pour les professeurs qui veulent le faire, même parfois au collège, dans le cadre de la vie scolaire. On a des professeurs principaux qui nous demandent... nous, en fait, on nous raconte notre histoire de droit. Alors là, on ne fait pas du tout non plus du catéchisme. On est tout à fait rationnel, et on essaie en tout cas d'être rationnel et critique, parce qu'on fait deviner aux élèves quelle va être la solution, et ensuite on leur donne la solution des juges, et on leur demande ce qu'ils en pensent, justement pour développer leur sens. Et c'est assez intéressant de se dire, et j'en aurais fini, quand j'ai commencé ce travail, je pensais que les juristes, on était un peu réac. Et en fait, quand on raconte une histoire dans une classe, je peux vous dire que parfois, et très souvent, même plutôt que parfois, les élèves, en réfléchissant, quels que soient les types d'établissements et les classes dans lesquelles on intervient, ils arrivent à trouver le principe, la règle qui va être appliquée, et le droit, contrairement à ce que j'ai pu croire, parce que moi j'étais un peu révoltée, mais il n'est pas du tout en retard. En tout cas, les élèves sont vraiment bien dedans, et je pense que c'est quelque chose d'efficace, et je profite pour dire qu'on est là à votre disposition. J'ai apporté quelques plaquettes, je ne suis pas une commerciale, mais ceux que ça intéresse, venez me voir, je vous donnerai. Merci. Un dernier mot, excusez-moi, j'ai tout à fait oublié, je prie les deux principaux intéressés de m'en excuser. Les deux mauvais esprits qui ont organisé cette journée sont Marie Perret et Marc Charbonnier, et il faut évidemment les remercier puisqu'ils sont à l'origine de
Donc, C'est pas moi qui organise le colloque. Il y a un peu de retard, déclaré. excuse-moi Pierre, juste rapidement, la première. Alors, on va passer à la première table ronde avec Iris Nager. C'est pas moi, la première. Si, si. Bien sûr. Antoine Hamon, après Agathe Richard. D'accord. Frédéric Dupin. Non, mais c'est mieux que ce soit. C'est pas possible. Il n'est pas difficile. Bien.